Donc, on va reprendre donc, cette émission par le cas de Marine Le Pen. Donc, petit analyse, Steven, s'il y en a un qui veut exposer la situation. Alors, moi, ce que j'ai compris, c'était une levée de son immunité parlementaire au Parlement européen, puisqu'elle est députée européenne, pour diffusion d'images violentes concernant les pratiques joyeuses et légères de Daesh, les poètes élégiaques que nous connaissons. Et alors, ce que je trouve surprenant, c'est justement le fait que diffuser des images violentes pose problème, puisqu'on les a assez facilement. La presse en diffuse quand même, le journal télévisé. La dernière fois où on a vraiment eu des images ultra aseptisées d'un conflit, ça devait peut-être être la première guerre du Golfe, où là ça ressemblait plutôt à un jeu vidéo façon Tetris avec des rayons laser verts qui traversaient un écran noir. Mais depuis, on a vu quand même beaucoup d'horreur à la télévision, au journal télé. Donc ça me surprend quand même comme incrimination, en tout cas comme reproche qu'on puisse faire, parce que le monde est violent, enfin, c'est pas le fait de diffuser une image qui pose problème, c'est le fait que le monde soit violent. Après, c'est la hippie. Voilà, non mais après c'est vraiment, je pense qu'on serait tous d'accord là-dessus, c'est vraiment la moindre de des problèmes qu'elle peut avoir vis-à-vis du Parlement européen. Si l'affaire d'emploi fictif se révèle vraie, ça pose un peu plus problème, on va dire, déontologiquement quand même, que simplement la diffusion d'images violentes. Alors, je sais pas, t'as un avis sur la question Oui, mais... De toute façon, c'est assez évident que c'est un prétexte, non? Là, tu tombes dans le complotisme. Après, que ce soit... Elle fait quand même de très bons scores, enfin, dans les sondages pour l'instant. La semaine dernière, on avait parlé des intentions de vote sur un second tour. Contre Macron, elle ferait 42%, et dans un second tour contre Fillon, elle ferait 45%. C'est ça. Encore aujourd'hui? Ouais, enfin en tout cas, c'était celui que j'ai vu aujourd'hui. Oui, voilà. Alors ça serait pour une hypothèse où aller au second tour. C'est quand même l'hypothèse la plus probable au vu des sondages de premier tour, Oui. où elle est à peu près à 27-28%, avec Macron qui est à 23, entre 23 et 25, et Fillon qui décroche entre 19 et 20. À peu près, sur les sondages que j'ai en tête. Sachant qu'en dessous, de mémoire, Hamon est entre 15 et 17. Donc potentiellement, Fillon, qui était censé être le candidat, qui était censé plier tout le monde assez facilement, enfin le candidat de droite qui était censé plier tout le monde assez facilement, et que ce soit son moment à lui, est peut-être en train de décrocher en 4e position derrière le candidat du PS, qui normalement était appelé à être éparpillé façon puzzle, et Macron, qui est le candidat Hollande de cette élection. Enfin, c'est celui qui a été le conseiller puis le ministre de Hollande pendant 4 ans et demi de mandat. C'est un peu... On en avait déjà parlé il y a un petit moment, mais la logique d'alternance devait amener le candidat des Républicains naturellement à l'Élysée. Alors, on en parlait tout à l'heure, mais l'Irak quitte le navire. Oui, totalement. Même les jeunes sionistes se sont barrés. Alors là, on va en revenir après, donc on va essayer de rester sur Marine Le Pen. Sur Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen, la question c'est est-ce qu'il va y avoir une mise en examen pour la diffusion d'images violentes, ça me semble ridicule. Par contre, pour les problèmes d'emploi fictif, c'est un peu plus sérieux. Sachant que c'est sa chef de campagne qui a été mise en examen. Ouais. Son garde du corps, donc, qui a été attaché parlementaire, assistant parlementaire européen, a été entendu, a été placé en garde à vue, je crois. Ça, j'ai pas vu. D'accord. Non, mais il me semble qu'à un moment il a été en garde à vue, mais il a été. Ça, je sais pas. Mais enfin, en tout cas, il a été entendu. Effectivement, j'ai tendance à. Et il y a un autre de ses soutiens qui a été entendu aussi, il me semble. Enfin, il me semble qu'il y a quand même une sorte d'étau qui se resserre. Alors là, j'ai petit à petit. Vu. On aura la même question tout à l'heure pour Fillon, mais le problème c'est si Marine Le Pen
ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle, qui la remplace. Alors, donc là, je sais pas si Steven te l'avait dit, il y a globalement 3 noms qui se détachent, on va être d'accord. Ouais. On a eu cette discussion. Ouais, C'est Marion, oui. Bruno Gollnisch, Ouais. et un comeback Jean-Marie. de Jean-Marie, relativement improbable, mais bon, qui... Il a quel âge maintenant, Jean-Marie? Est-ce qu'il doit pas être loin des 85-86 Comme ça. Ouais. Enfin bon, Gollnisch est pas très loin non plus, Non. et Marion, elle, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'exact opposé, donc... Alors, déjà, on peut discuter des bon, l'hypothèse Jean-Marie Le Pen me semble quand même très peu probable. Oui. Les deux qui sont un peu plus sages. Moi, je rajouterais Philippot quand même. C'est le bras droit principal de Marine Le Pen au sein du parti. Mais il est très critiqué par la base. C'est ça. Il est très critiqué. Le truc, Alliot, à la limite, plutôt. Et d'ailleurs, Louis Alliot, il se présente pas? Non. Parce que dans les parrainages, j'ai l'impression qu'il y est dans la liste. Non, attends, je peux vérifier. Mais ça m'étonnerait tout ça. Non, il est. Bah, au tout début. Non. Artaud. Alliot Marie. Non, tu confonds. Ah, d'accord, Alliot Marie. D'accord, parce qu'il y avait juste marqué Alliot dans la grande liste c'est Alliot Marie. Non, Louis Alliot, c'est le compagnon de Marine Le Pen. Je le vois difficilement se présenter contre elle. D'autant qu'il aurait quoi comme électeur les pieds noirs du front, quoi, en gros, ce serait ça. Alliot, c'est cette tendance-là, c'est la tendance pied noir. Un peu Algérie française, quoi. Donc, ça serait faire perdre des voix au front. Attends, tu veux dire qu'il est sur la frange progressiste du front? Non, sur la frange pied noir. La frange PACA, pied noir. Enfin, c'était de l'humour. Ah, ok. Non. Donc, il y aurait Alliot. Non, Alliot, je le vois pas se présenter. Philippot, oui. Philippot, mais avec une difficulté sur la base. Oui. Parce que tous les départs actuellement au sein du Front National, c'est des gens qui sont critiques par rapport à la ligne Alliot-Marie. Par exemple, il y a Philippot. Philippot. Il y a une conseillère municipale à Bègle qui est partie du Front et qui a rejoint le Ciel, le parti de Gary Mouchik, Souveraineté, Identité et Liberté, qui soutient la candidature de Marine Le Pen, mais qui est à l'extérieur du parti. Ouais, qui est Bleu Marine. Non, ils ont quitté le rassemblement Bleu Marine. Ils n'y sont plus. Donc, ils ne sont pas au Front National, ils ne sont pas dans le rassemblement Bleu Marine, mais ils soutiennent Marine Le Pen. Oui. Et d'ailleurs, tu as toujours plusieurs petits partis qui peuvent soutenir un candidat. Tu prends par exemple Alain Casabonne, c'est le maire de ma commune. Il est soutenu par le Modem et les Républicains. C'est donc le Modem qui est le petit parti et les Républicains le gros. Lui, il est Modem et il est soutenu par les Républicains. Enfin, je crois que c'est, enfin, en tout cas, c'était ça pendant longtemps. Je sais pas s'il a rejoint les Républicains entre temps, mais enfin bon. Bon. Philippot, le problème, c'est qu'il est critiqué par la base du parti. Et lui, il est sur la ligne souverainiste, quitter l'euro, quitter l'Union Européenne, les questions institutionnelles et monétaires, c'est pas des sujets hyper passionnants pour une campagne, quoi. Tu veux pas enthousiasmer des foules par oui, alors on va remplacer l'euro par le franc, mais ça vaudra la même chose. Tu vois vraiment faire des foules, faire ouais. Non. Ça manque peut-être un peu de panache. Ouais, c'est les trucs techniques, un peu économiques, surtout monétaires. Oui. Et les questions purement institutionnelles. Tiens, on connaît tous ce dessin, c'est en 2 cases. T'as un repas de famille avec. Surtout, on ne parle pas de l'affaire Dreyfus, ils ont parlé de l'affaire Dreyfus. Et tout le monde se bat. Bon, tu connais le dessin. Le truc, c'est qu'il y a des sujets qui peuvent facilement enthousiasmer les gens. Bon, notre génération a connu la question du mariage homosexuel, la génération de nos parents a connu celle de la peine de mort. Bon, c'est des sujets sociétaux, très clivants. Les questions monétaires, ça n'intéresse pas les gens. Les questions purement économiques, ça n'intéresse pas. En gros, ce que tu veux nous expliquer, c'est que les questions identitaires, les questions de mœurs, c'est plutôt un débat
Le Pen tapis. Ouais. Et les questions monétaires institutionnelles, c'est le débat Giscard-Rocard. Ouais, exactement. Ouais. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une petite vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube où on voit Giscard faire un cours d'économie dans ses vœux de nouvel an, un truc dans ce genre-là, avec Oui, un diagramme. non, c'est au mois de juillet. Ah, moi, je- Quand ils vont partir, les Français vont partir. Alors, c'est présenté, Giscard en fait est président de la République, et c'est fin juin, début juillet, je crois. Un truc totalement improbable. Giscard prend la parole à la télévision française et fait un cours d'économie en direct. Avec diagramme, hein. Voilà, Il écrit, la totale, hein. C'est-à-dire qu'il te montre les trucs, il te dit voilà où on veut arriver, machin, etc. sur les diagrammes. Et, il fait des trucs, il assure les œufs, voilà. Et où il conclut en disant, je vais pas arriver à faire Giscard, mais la constitution. Voilà mes chers compatriotes, vous pouvez partir tranquille et vous pouvez y penser sur la plage, vous êtes entre de bonnes mains. Et toi, tu vois le truc, enfin, j'ai vu la vidéo, je l'avais vu dans un documentaire, enfin une série de documentaires qui s'appelle Duel. C'est une émission de France 5 qui est très bien, je vous conseille. Qui a dû reprendre d'ailleurs. Et c'était un duel entre Jacques Chirac et Giscard. Giscard d'Estaing. Donc on voyait l'image et c'est totalement improbable. C'est-à-dire que tu vois le président de la République te faire un cours d'économie comme si c'était un élève de lycée. Alors, ok, Giscard a toujours été considéré comme un technocrate, un homme politique brillant, qui avait quand même des idées institutionnelles, des idées économiques, etc. C'est l'incarnation du technocrate, Giscard. Mais voilà, mais c'est vrai que là, c'était... Waouh. Ah, ça fait un choc. Ça fait un gros choc. Donc, on a le problème Philippot. Après, il y a Gollnisch. Gollnisch, il est plus... Il peut rassurer la base du parti sur le côté un peu vieille France. Il est plus conservateur que ne l'est Marine Le Pen. Mais... C'est le vieux front, en fait. Ouais, c'est le vieux front. C'est le vieux front de Jean-Marie, en fait, pour moi. C'est le Jean-Marie bis. C'est... avec tous les mérites qu'il peut avoir en tant que militant et cadre, formé intellectuellement, bon, puis qui bosse. Il y a un côté très... autour de Marine Le Pen, il y a un côté très... un renouvellement quand même du parti, de son électorat. Quand c'était Jean-Marie Le Pen qui était président du parti, 70% des électeurs étaient des hommes. Maintenant, c'est 50%. C'est-à-dire, ce qui à peu près correspond à la population française. Il y a 50% d'hommes, 50% de femmes. Maintenant, c'est la répartition. Donc, elle séduit un peu plus les femmes. L'électorat est quand même vachement rajeuni. C'est le premier parti chez les 18-25. Enfin, je vais dire 15-18. Enfin bon. Tu aurais peut-être quelque chose à dire sur le 15-18, non? Non, ça va. Non, mais depuis qu'ils ont trouvé Henri de Lesquin, ils aiment plus Marine Le Pen, le 15-18. Donc... Oui. Mais Lesquin, il est un peu trop libéral quand même. Oui, exactement. C'est tout ce qu'ils sont à lui reprocher. Pensez à Vague Carnes. Oui. Voilà, faut que t'expliques. Non, là, faut que t'expliques. Tu veux pas expliquer? Bon, Varg Vikernes, donc c'est un musicien de black metal norvégien qui d'ailleurs maintenant vit en France. Bah, il fait plus de black metal depuis des années quand même. Ouais, il fait du Dungeon Seat maintenant, mais enfin on l'a connu par Mayhem, Burzum et les trucs dans... Je crois qu'il a été même bassiste à un moment de Mayhem. Et il tient un blog où il parle de politique et de religion, essentiellement tourné autour du paganisme et du nationalisme, mais il a une formule qui est rigolote, c'est quand on lui demande s'il est national-socialiste, il dit non, parce que moi je suis pas socialiste. C'est une bonne raison. Donc, oui, vieux front. Voilà. Mais alors dans ce cas-là, est-ce que la meilleure des solutions, c'est pas Marion, qui est à la fois sur une ligne assez vieux front, beaucoup influencé par son grand-père, mais qui en même temps est l'incarnation de ce renouvellement des cadres. Et le truc, c'est que... Il modéré de certains électeurs d'être très gentil avec elle. Le truc qui est intéressant avec Marion, pour le front, ce qui est intéressant avec Marion, c'est que elle est jeune. Elle
par rapport à ses premières interviews, elle a quand même vachement musclé son jeu. Je l'ai vu en régional, enfin en campagne régionale contre Estrosi, lui sortir des missiles Scud assez violents. Et Oui, sachant qu'elle avait été un petit peu borderline sur certains points d'ailleurs. ouais, mais bon. Par rapport au père d'Estrosi, c'était allé un peu loin. Ouais. Après, le truc qui m'étonne, c'est que je l'ai jamais vu aller sur le terrain du fait que, si je ne m'abuse, Estrosi ait été militant front à une époque. À l'époque où il était champion de moto. Dans les années 70-80. Et donc à l'époque où Ouais. il Dans ces deux-là, il y a des photos où on le voit à des rassemblements Front National. Donc, après, il n'est pas le seul cadre chez les Républicains à avoir eu un passé militant, soit au Front National, soit dans des structures un petit peu plus virulentes comme Occident, où enfin, on a quelques députés républicains. Ou le SAC. Et encore le SAC, mauvaise époque Giscard, époque Pasqua, ça allait encore, c'était musclé, mais sous époque Pasqua, c'était vraiment gaulliste. Sous Giscard, ils ont embauché des Nasbrock, quoi. Là, c'était les centristes qui embauchaient des néo-nazis pour faire la sécurité. Bonne idée. Donc pour rappeler, le SAC, c'est le service d'action civique, voilà, qui était le service de sécurité de Gaulliste. Voilà. C'était leur mousquetaire. Tu vois, Louis XIII avait ses mousquetaires et De Gaulle avait le SAC. Qui parfois était un petit peu borderline. Le service de sécurité de la CGT ou du PCF maniait le manche de pioche aussi, tu vois, c'était des échanges de bons procédés, tu vois. Oui, non, alors pour expliquer le fond de ma pensée, c'est que il a été créé par Tu penses à la tuerie d'Oriol, c'est ça? Non, moi je pensais simplement au fait que le chef du SEC, on est passé de Focard à Pasqua. Ah oui, ouais. Il y avait un peu un changement de style quand même. Ouais, mais Pasqua, ça n'a même pas été la pire époque. Non, effectivement, mais oui, après tu as eu le problème d'Oriol, effectivement. Mais là, c'était déjà plus Pasqua qui gérait, et là, c'était vraiment les Nasbrock qui avaient pris ça en main. Oui. La tuerie d'Oriol, en fait, c'était un ancien du SEC. Ouais, un ancien cadre. Un ancien cadre du SEC qui s'est fait... massacrer, lui et toute sa famille, dont les gosses, voilà. On avait certains qui avaient 5-7 ans et tout dans ce genre-là, donc bon, c'était vraiment tout le monde a été massacré. Alors, je crois que l'enquête n'a pas abouti à des condamnations. Disons qu'on est sur une enquête qui a autant abouti que le suicide de Robert Boulin. Voilà. Ouais. Donc, ne pourront pas établir de faits, ni donner de vérité, mais... Ah, quand même de forts soupçons. Ouais. Alors, donc on va essayer de revenir sur... Donc on a Egolnich, donc le vieux front, Marion, la ligne... Ouais, je dirais pas que le vieux front, je dirais quand même c'est la ligne plus identitaire. Donc qui fait quand même partie aussi des jeunes militants. Oui, non, ce que je veux dire, c'est qu'elle est très influencée par son grand-père. Oui. Beaucoup plus que par sa tante. Et le truc aussi, c'est qu'elle a, à la rigueur, si jamais c'était elle qui se présentait, on est vraiment dans l'hypothèse, donc si Marion ne peut pas, si Marion doit se présenter, si jamais elle échoue, ce qui est quand même fort probable, parce que là, elle prendrait le train très... Bon, elle a 26 ans, elle a 27 ans aussi. Hein. Elle a toute une carrière politique devant elle. Oui. C'est pas une tragédie si maintenant elle devient le leader du parti. Par contre, la question c'est que si Marine est empêchée et que c'est Marion qui va à la présidentielle, si Marion fait un score à peu près, un bon score, hein, on va dire 25%, un tout petit peu en dessous de ce que fait Marine aujourd'hui, est-ce que Marion ne va pas préempter le Front National, donc refaire à Marine ce que Marine a fait à son père? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on va pas se retrouver avec la 3e génération de Le Pen à la tête du Front? Est-ce qu'il y a une possibilité que... Maria Maréchal Le Pen est extrêmement populaire auprès des militants. Non mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est... Auprès de la base, elle est extrêmement populaire. Là où... c'est pas compliqué. Au fond, il y en a 3 qui comptent. Hein. T'as Philippe qui est très critiqué pour son côté soit trop technocrate, énarque, c'est un énarque. Soit oui, trop sur les questions de souveraineté qui sont importantes, hein, évidemment, mais qui sont pas des bons sujets de campagne, enfin, à mon sens. Enfin, pourquoi tu fais pas s'enflammer une foule? Non, mais je suis d'accord, mais Steven, la question c'est si Marine Le Pen est empêchée, est-ce qu'on peut imaginer
une espèce de mini-primaire entre Philippot et Marion dans les 2 semaines qui restent. Oui, ça serait envisageable et si jamais ça arrive, moi je mise sur une victoire de Marion Maréchal Le Pen. Oui, voilà, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que ce serait une opportunité pour Marion de récupérer le parti et de faire sortir une partie des cadres du parti qui sont plus l'entourage Marine et autour de Philippot, etc. Est-ce qu'on pourrait avoir, entre guillemets, une cassure dans le front? Oui, d'autant qu'elle y est déjà. Puisque quand tu discutes un petit peu avec des militants Front National, l'entourage de Philippot fait des purges en permanence. Tout ce qui est un peu borderline, voire de ce qui n'est même pas spécialement, qui est juste sur la question, on va dire, identitaire. Bon. Mais une purge peut en suivre une autre. Pour peu que l'entourage plus identitaire ou PACA récupère le parti, ce qui est les cadres historiques, ou les militants les plus, on va dire, de terrain, il pourrait y avoir une nouvelle purge. Alors après, je pense que les deux camps ont tort. L'un a besoin de l'autre. Pour marcher, il faut 2 jambes. Donc je pense que à la fois les souverainistes et les identitaires ont besoin mutuellement l'un de l'autre, les uns des autres, à voir. À voir vraiment. Okay. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question sur la question Marine. Ouais. Quand même, on va se mettre d'accord sur le fait que c'est relativement probable qu'elle soit empêchée d'aller à la présidentielle. T'as dit relativement probable? Improbable. Improbable, ouais, quand même. Et puis, ouais. Donc on va passer à la suite. Et donc on va entamer la question François Fillon.